Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 h, bienvenue dans cette nouvelle édition, voici les titres. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a présidé aujourd'hui la 15e séance du Conseil des ministres au Palais de la Présidence. Et dans l'actualité internationale, parlant Covid, l'OMS s'oppose à l'immunité collective. Bonsoir à tous. Sous la présidence du président de la République, chef du gouvernement Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue ce matin la 15e séance du Conseil des ministres. 6 questions étaient à l'ordre du jour de cette séance. Dans un premier temps, le Conseil a examiné un projet de loi relatif au budget de l'État pour l'exercice 2019. La suite avec le chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 15e séance du Conseil des ministres en ce mardi 13 octobre 2020. Étaient inscrites à l'ordre du jour 6 questions. La première question est relative à un projet de loi portant règlement définitif du budget de l'État pour l'exercice 2019. Au cours de l'année 2019 est observée une reprise progressive de la croissance économique qui atteint 7,7% selon les calculs de la direction de l'économie. Cette forte croissance s'explique par l'intégration de la valeur ajoutée de la zone franche dans le PIB, plus précisément dans le secteur du transport et le commerce. La croissance économique djiboutienne est fixée par les exportations de services, de transport, de logistique, appuyées par les infrastructures commerciales nouvellement mises en service. En matière d'exécution budgétaire, le budget 2019, arrêté à la date du 31 décembre 2019, a d'une part enregistré en recettes générales un montant égal à la somme de 143 340 millions de francs Djibouti et d'autre part a enregistré pour la même période un niveau de dépenses générales égal à la somme de 144 400 millions de francs Djibouti. Il faut observer également une augmentation des recettes fiscales au titre de l'année 2019 de l'ordre de 2 110 millions de francs Djibouti par rapport à l'année 2018. Il s'agit d'un effort louable qui mérite d'être souligné et cette augmentation est due aux efforts conjugués des services d'assiette de recouvrement fiscal, donc de l'assiette fiscale et du recouvrement. L'exécution budgétaire de janvier à décembre 2019 enregistre une masse salariale, rémunération, salaire et prestations familiales qui s'élève à 35 412 millions de francs Djibouti, soit un taux d'exécution de 99,7% par rapport à la prévision initialement arrêté à 35 508 millions de francs Djibouti. Le niveau de réalisation affiche une baisse d'environ 74 millions de francs Djibouti. La deuxième question concerne un projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain au ministère de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme. Cette parcelle de terrain de 8 hectares, 6 au PK 23, est destinée à l'implantation de la future maison d'arrêt. La troisième question concerne un projet d'arrêté portant attribution également d'une parcelle de terrain située à Nagad. Cette parcelle de 15 000 m² est destinée à l'implantation de l'Institut privé de l'enseignement supérieur. Poursuivant, le Conseil des ministres a examiné le reste des questions à l'ordre du jour de cette séance, réécoutant le compte-rendu du porte-parole du gouvernement. La quatrième question concerne un projet d'arrêté portant attribution à titre onéreux d'une parcelle de terrain au profit de la société Alvima SARL. Cette parcelle de 1,8 hectares, située dans la zone de Nagad, est destinée à la réalisation de l'ensemble des voiries et des réseaux divers et du remblai. Cette parcelle est destinée donc à l'implantation d'un projet immobilier. Toutes les voiries et les réseaux divers doivent être pris en charge par le promoteur. À défaut de réalisation de ces travaux dans un délai de 2 ans, la société Alvima risque donc d'être déchue de tout droit sur la parcelle de terrain. La cinquième question concerne un projet de loi relatif à la sûreté radiologique et nucléaire et à la sécurité nucléaire ainsi qu'à l'application des garanties. Notre pays a besoin d'une législation adaptée pour utiliser les sources de rayonnement, les sondes à neutrons, dans les installations de radiothérapie et de radioscopie. Ce projet de loi prévoit un dispositif réglementaire comportant la désignation d'une autorité compétente
la mise en œuvre d'un système d'autorisation, des dispositions d'évaluation et d'inspection, en conformité avec nos engagements internationaux. Ce projet de loi définit donc la sûreté radiologique et nucléaire, ainsi que la sécurité nucléaire, tout en précisant l'application des garanties. Le transport, le transbordement ou le transit des matières radioactives sont soumis à une autorisation de l'autorité nationale. L'autorité nationale établit des prescriptions pour la gestion sûre et sécurisée des déchets radioactifs. Ce texte fixe les infractions et les sanctions imposées aux contrevenants aux dispositions de cette loi. La sixième question est relative à un projet de loi portant création de l'autorité nationale de sécurité et de sûreté nucléaire, radiologique, chimique et biologique. L'objet de ce texte de loi consiste à mettre en place une structure nationale indépendante et compétente en matière de sécurité et de sûreté nucléaire, radiologique, chimique et biologique, dénommée ANRCB ou Autorité nationale. Cette autorité administrative indépendante est dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. La mission de l'autorité nationale sont aider le gouvernement à élaborer la politique nationale dans le domaine en question, délivrer et modifier, suspendre ou annuler les autorisations pour les activités mettant en jeu les rayonnements ionisants, les produits chimiques et biologiques. Ensuite, coordonner avec les autorités compétentes la conduite des interventions en cas d'incident ou d'accident impliquant la matière radioactive et les produits chimiques et biologiques. Les organes de l'autorité nationale sont le comité technique et scientifique et la direction générale. Dans le reste de l'actualité, en marge des lancements des travaux du réseau d'adduction d'eau entre Bissidro et Obok et la canalisation de Soublali, ainsi que les travaux du gazon synthétique pour le stade Omnisport, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a eu une rencontre de proximité avec les notables de la région d'Obok. Tous les leaders communautaires venus du chef-lieu et des localités de la région ont participé à cette rencontre qui s'est déroulée à la résidence du préfet. Les notables ont remercié le Premier ministre pour le lancement des multiples projets dans la région destinés à améliorer l'accès à l'eau, notamment dans la région d'Obok, et l'épanouissement de la jeunesse. Par ailleurs, ils ont fait part de problèmes sociaux, développement de base les plus accentués dans la région afin de trouver des solutions rapides pour améliorer les conditions de vie. Et le Premier ministre a transmis pour sa part les salutations du chef de l'État et de la Première Dame. Il a salué et qu'il a souligné qu'il avait pris bonne note de doléances soulevées par les notables. Il a aussi annoncé que le projet lancé à Obok permettra d'assurer la sécurité et l'accès à l'eau dans la région. Ceci donc va créer de nouvelles opportunités de développement dans les zones côtières d'Obok. Et cette rencontre a vu la participation de nombreux membres du gouvernement ainsi que du secrétaire général de la primature et des parlementaires et autorités locales. Le ministre de la Santé, Mohamed Ouassama Madiri, a reçu hier dans son cabinet l'ambassadeur américain à Djibouti, Larry André. Et les discussions ont porté essentiellement sur la coopération sanitaire bilatérale djibouto-américaine. Le diplomate américain Larry André et sa délégation ont réaffirmé leur disponibilité à renforcer le niveau de coopération sanitaire avec le département de la santé en vue d'appuyer les efforts du gouvernement djiboutien dans l'amélioration du système sanitaire. Par ailleurs, le ministre a salué et souligné les liens fraternels solides existants entre le peuple américain et le peuple djiboutien qui entretiennent des relations de coopération excellentes. En nouvelles du pays toujours, le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Ismaïl Ibrahim Roublé, a reçu en audience l'ambassadeur de la République de l'Inde à Djibouti, Ashok Kumar. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la prospection de partenariat entre l'INAP, l'Institut national de l'administration publique du ministère du Travail, et les instituts de formation des pays amis en vue d'en faire un pôle d'excellence en matière de formation. Les deux responsables ont évoqué ensemble les relations d'amitié et de coopération entre les deux peuples amis et frères. Le ministre a ensuite évoqué les interventions actuelles du gouvernement en faveur de l'emploi des jeunes et le renforcement technique et technologique de l'Institut national. Et les deux responsables ont convenu de renforcer leurs liens dans ces deux domaines. La Fédération djiboutienne de handball a clôturé le championnat national de handball hier soir au complexe du lycée de Djibouti par un match qui a opposé les deux meilleures équipes du championnat féminin, la gendarmerie nationale et la garde républicaine.
À l'issue d'une rencontre riche en rebondissements et de suspense, c'est finalement l'équipe de la gendarmerie nationale qui s'est imposée face à la formation de la garde républicaine. Et c'est au bout d'un long suspense que les gendarmes ont arraché finalement la victoire face à une jeune équipe de la garde républicaine sur un score final de 21-17. Une victoire donc à l'arraché dans la douleur, mais plus que méritée. Par ailleurs, il est à souligner que la cérémonie du championnat national de handball pour la saison 2019-2020 a vu la participation du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed, de la ministre de la Femme et de la Famille, Moumena Ahmed, de la présidente du comité national olympique et sportif djiboutien, Aïcha Ali Garad, ainsi que de hauts officiers de la gendarmerie nationale et de la garde républicaine, les membres de la fédération de handball et d'anciens joueurs. La finale masculine a été remportée par l'équipe de transit d'ITA face à l'équipe de Lassa Télécom sur un score de 19-17. La soirée s'est clôturée par la remise des trophées et médailles aux différentes catégories des équipes gagnantes du championnat national de handball. Aujourd'hui, on a eu deux matchs. Un match masculin qui opposait l'équipe de Télécom à l'équipe de DITA et un match féminin qui opposait la garde républicaine à la gendarmerie nationale. On a eu des invités de qualité, des invités du gouvernement et du corps de l'armée djiboutienne. Alhamdulillah, la clôture s'est très bien passée. Les prix ont été donnés. Donc voilà, nous souhaitons juste que l'année prochaine, Inch'Allah, soit beaucoup plus fructueuse et nous ramène encore plus de bonnes choses que celle-ci. Sport toujours pour clore l'actualité nationale. Après le handball, nous allons parler du judo. La fédération djiboutienne de judo a clôturé également hier soir au stade de Goulet, cette fois-ci, une formation de kata pour les ceintures gradées sous la supervision du directeur technique national Raneb et du président de la fédération de judo Faisal. Cette formation a débuté à la mi-août et a rassemblé 16 jeunes. À l'issue de cette formation, des examens de grade supérieur ont été organisé. Le directeur des sports présent à cette cérémonie a souligné que ce stage s'inscrivait dans la politique du département des sports en matière de renforcement des capacités des techniciens et des structures, mais aussi dans une approche d'encouragement aux plus méritants afin de leur permettre d'évoluer en obtenant des grades supérieurs. Vers la mi-août, pour la préparation des ceintures gradées, ceinture bleue, ceinture marron et ceinture noire. Dieu merci, aujourd'hui on vient de finir en beauté, où on a promis 6 ceintures noires, premier dan, 2 ceintures noires, deuxième dan, et 8 ceintures marron et 2 ceintures bleues. C'est une grande pour la Fédération djiboutienne de judo, surtout dans le processus de vulgarisation du judo dans tous les CDC. Inch'Allah, ces jeunes promis aujourd'hui iront dans les CDC pour promulguer, divulguer et développer le judo. Et là, nous passons à l'actualité régionale et internationale. Le Kenya se prépare à un retour massif des criquets pèlerins. La Corne de l'Afrique n'en a pas fini avec les criquets pèlerins. De nouveaux essaims sont attendus en Éthiopie et en Somalie dans les prochaines semaines. Ils s'étendront ensuite au Kenya, prévient l'Organisation onusienne pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. La Corne de l'Afrique voyait à peine le bout de la pire invasion de criquets enregistrée depuis 70 ans qu'elle doit déjà en affronter une nouvelle. Les milliards de criquets qui ont envahi la région cette année, ravageant des dizaines de milliers de hectares de culture, se sont reproduits. La menace a déjà été aperçue au Yémen et au nord-est de l'Éthiopie. Et d'ici la fin du mois d'octobre, ils auront envahi l'est de l'Éthiopie et le centre de la Somalie. Ensuite, c'est le nord du Kenya qui sera frappé à nouveau au mois de novembre. Cette nouvelle vague est favorisée par les vents importants venus du Yémen qui s'étendent sur la Corne de l'Afrique, emportant ces épais nuages sombres de milliards et milliards de criquets pèlerins. La FAO tire à nouveau la sonnette d'alarme car l'invasion exceptionnelle de criquets enregistrée cette année a déjà détruit des milliers d'hectares de cultures et de pâturages dans la Corne de l'Afrique, entraînant une crise alimentaire dramatique.
Et enfin, parlant Covid, l'OMS s'oppose à l'immunité collective. L'OMS a jugé hier inenvisageable de laisser la Covid-19, dont le taux de létalité est plus élevé que celui de la grippe, circuler librement pour que la population accède, comme certains l'ont suggéré, à l'immunité collective. Et pour l'OMS, la libre circulation du Covid-19 n'est pas une option envisageable dans le but d'atteindre l'immunité collective. La pandémie du nouveau coronavirus a fait plus d'1 million de morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019. Selon l'OMS, qui cite diverses études épidémiologiques, son taux de létalité s'élève à environ 0,6%. Le directeur général de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, a également expliqué que le monde n'en sait pas assez sur l'immunité dont jouissent les personnes qui ont contracté le Covid-19, en soulignant que certains individus ont nouvellement été infectés. Aucun vaccin contre la Covid-19 n'a été approuvé dans le monde, mais plusieurs laboratoires pharmaceutiques ont lancé des essais cliniques. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre très aimable attention. Excellente soirée sur Télé Djibouti.